On s'attaque à un autre sujet assez dense. Aline, Oui, à on va toi. parler de la crise de l'accueil, parce que surtout pour les Belges, mais je pense que ça vous a pas échappé que depuis plusieurs mois, on est de nouveau face à une nouvelle crise de l'accueil, même si ça ne s'arrête jamais vraiment. Et en fait, actuellement, il y a quand même plus de 2000 demandeurs d'asile qui sont à la rue parce qu'ils ne sont pas pris en charge par fait d'asile. Donc il y a l'agence fédérale qui doit normalement prendre en charge les demandeurs d'asile. Et les dernières semaines, la tension, elle est encore montée. Oui. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, pourquoi on semble ne pas être prêt à sortir de cette crise en fait? Non. En fait, on peut remonter à mi-février, quand le Palais des Droits a été évacué. Le Palais des Droits, qu'est-ce que c'est? C'est un squat à Schaerbeek, donc pour ceux qui ne sont pas de Bruxelles, donc c'est une des communes de Bruxelles, dans laquelle des centaines de personnes, dont des demandeurs d'asile, mais aussi des personnes sans papier ou SDF, vivaient depuis plusieurs mois. Et le problème, c'est que les autorités ont évacué, mais n'ont pas pris en charge toutes les personnes qui logeaient dans ce squat. Donc certains se sont à nouveau retrouvés à la rue. Alors il y a beaucoup qui du coup ont un peu déménagé en face du Petit Château, donc qui est le centre de fait d'asile à Molenbeek, qui est une autre commune bruxelloise. Mais le 7 mars, il y a eu le même scénario en fait. Les autorités ont évacué le campement, ils ont embarqué les tentes et ils n'ont pas pris tout le monde en charge. Donc de nouveau, il y a des personnes qui étaient sans tente à la rue. On les mêmes et on recommence. Voilà. C'est ça, ouais. Une partie de ces demandeurs d'asile a trouvé refuge dans un autre endroit qui s'appelle l'Allée du Cail, toujours dans le nord de Bruxelles. Et puis, 2 nuits plus tard, quelques heures après le nouvel accord sur l'asile et la migration du gouvernement, mais ça on y reviendra plus tard, ils se sont fait de nouveau expulser. Voilà, vous l'aurez compris, à chaque expulsion, en un mois de temps, même pas, entre 14 février et le 10 mars, il y a eu trois expulsions et à chaque fois, il y a une partie des personnes qui est laissée sur le carreau sans solution durable d'hébergement. Alors qu'il est un droit, on le rappelle quand même, une fois qu'on a introduit, qu'on a son papier de demande d'asile, l'État est censé fournir un logement, etc., un minimum de stabilité. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de base, donc à force de se faire traîner comme ça d'un endroit à l'autre... Exactement. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'en plus, la crise de l'accueil en Belgique, c'est pas du tout nouveau. Oui. C'est quelque chose qui... c'est ce que je disais au début. C'est horrible à dire, mais ça devient limite un marronnier journalistique maintenant. Des articles tous les ans. Voilà, tous les ans. Ah, la crise de l'accueil, et voilà. On en a beaucoup parlé à partir de 2015-2016, mais il y a des vagues de migration régulières depuis longtemps. Je sais qu'il y a eu une vague en 2013 aussi qui a été quasiment aussi importante, voire plus importante, je pense, que celle de 2015-2016. Mais qui a été moins médiatisée. Elle n'a pas été médiatisée, donc en fait, on a l'impression que 2015-2016, ça a été la ruée vers l'Europe, alors que c'était assez cohérent avec tout ce qui se passait avant. Et du coup, sur le sujet aussi de ça, on parlait du Petit Château. Le Petit Château, c'est vraiment l'endroit spécifique de Bruxelles où les demandeurs d'asile, les personnes qui veulent demander l'asile viennent. C'est l'endroit... Avant, c'était au Petit Château. On a un petit problème de micro avec Maxence ou dans le chat. Est-ce que ton micro est éteint? Attends, je te l'enlève juste. Ouais. Ah non, il a l'air allumé. C'est bon. C'est peut-être la régie... peut dire si... Et dans le chat, c'est bon. En fait, je pense que tu avais pas enclenché jusqu'au bout. Peut-être. Ok. Peut-être que... Voilà. Mais Apparemment, c'est réglé. Vous me dites dans le chat si c'est bon. Ouais, c'est bon. Parfait. Impeccable. Bon, merci. on m'entend. Merci beaucoup. Vas-y. On est bon. On est bon. Allons-y. Bon, je reprends. Donc, les péripéties des demandeurs d'asile, en fait, ça nous a amené au 12 mars, où au bout de 3 expulsions, on peut comprendre, ils étaient un peu désespérés. Donc en fait, il y a 70 demandeurs d'asile parmi ceux qui étaient victimes des diverses expulsions qui ont décidé d'aller s'installer dans un endroit assez symbolique, le futur centre de crise fédéral, qui est normalement bientôt pour les demandeurs d'asile et tout ça, donc qui est situé près de Rogier, donc c'est également c'est Saint-Josse, c'est également le nord de Bruxelles, on reste à peu près dans la même zone de Bruxelles. Voilà. Et ils sont rentrés dans le bâtiment, ils se sont installés, il y avait des associations, etc. Et très rapidement, en fait, il y a la police qui est arrivée sur place. Mais là, ils ont changé de stratégie. Ils se sont dit, on va pas les expulser, on va les assiéger. Littéralement. Et en fait, pendant même plus de 24 heures, je pense, la police a empêché la nourriture et les produits de première nécessité d'être donnés aux demandeurs d'asile, qui se retrouvaient à l'intérieur. Et on va passer une petite vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont filmé ce qui se passait sur place. Les vidéos sont et on extrêmement va choquantes. passer un petit extrait d'un des reportages
du média Bruxelles Davy. Et je pose quand même un petit trigger warning parce que les images sont assez violentes. Si vous êtes on va vous sensible, mettre peut-être le lien du média dans le chat si vous voulez aller voir plus de détails. Des vivres utiles. Donc les personnes se sont retrouvées vraiment coincées à l'intérieur. La pression a été maintenue comme ça tout le long de la soirée. Et à un moment donné, on demande à ce que la police laisse que la nourriture rentre dans le bâtiment. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Donc la stratégie, c'était quoi? C'était tout simplement d'affamer les gens, quoi, et d'attendre qu'ils soient affamés pour sortir du bâtiment. Pendant cette sortie, on a essayé de faire rentrer de la nourriture par la même porte. La police s'est violemment interposée et a empêché une grosse partie de la nourriture de rentrer. Il y a beaucoup de repas qui ont été perdus, éclatés au sol. Il y a eu pas mal de violence de la police. Il y a une dame qui est tombée, qui s'est tapé la tête et l'épaule au sol, qui s'est retrouvée à l'hôpital. Un peu plus tard dans la nuit, on a constaté un policier qui tenait un FN 303, donc une arme extrêmement dangereuse qui peut être mortelle si elle est utilisée à bout portant. Ce FN 303 qui a été pointé presque à bout portant ou simplement à quelques mètres des activistes. Merci aussi à Bruxelles Davy qui fait un super boulot sur tout ce qui est action locale, action manifestation. Ils sont à chaque fois présents et à chaque fois c'est des belles images. Le lien de leur compte Insta dans la description si vous voulez un peu plus vous intéresser au sujet. Ils font vraiment du très bon boulot. Alors il y a Driptelis qui demande c'est pas une violation des droits humains, mais si, totalement. Et l'affaire n'est pas finie. Enfin, si, ça a évolué cet après-midi, mais en fait donc dans les jours suivants, donc après le 12 mars. Il y a la région bruxelloise qui a proposé un hébergement temporaire aux occupants, mais ils ont refusé pour des raisons assez évidentes au final. Parce que premièrement, c'est un logement temporaire, donc c'est pas certain que dans un mois, ils n'allaient pas de nouveau se retrouver à la rue. Ensuite, parce qu'ils veulent une vraie prise en charge de fait d'asile, parce que s'ils ont ça, non seulement ils ont un hébergement, mais ils ont aussi des droits sociaux comme l'assistance sociale. Et en plus de ça, en fait, ils ne veulent pas des droits uniquement pour eux, ils veulent des droits pour les plus de 2000 personnes qui se retrouvent à la rue parce qu'il y a une absence de prise en charge de la part du gouvernement. Donc voilà, ils ont refusé. Et évidemment, c'est un bâtiment fédéral, donc la régie des médias, elle a demandé l'expulsion des occupants. Donc ça a été devant la justice de paix de Saint-Josse, donc la commune où se trouve le bâtiment. Et donc mardi matin, les avocates des demandeurs d'asile se sont retrouvées devant le juge de paix. Donc ce qui était en balance, c'était le droit à la propriété que la régie des bâtiments invoquait contre le droit à l'hébergement des demandeurs d'asile. Donc il fallait trouver une conciliation entre ces deux-là. Alors je me suis rendue au rassemblement, il y avait un petit rassemblement juste avant l'audience qui était à huis clos. On n'a pas pu rentrer, mais il y a énormément de citoyens, des associations, etc. qui se sont réunis une demi-heure avant l'audience pour prendre la parole. Il y a aussi un demandeur d'asile qui est sorti du bâtiment, qui a pris la parole, etc. On peut mettre la petite photo du rassemblement. Il y avait quand même une centaine de personnes. Enfin, franchement, il y avait du monde. Les gens sont restés une fois que les avocates étaient rentrés dans le bâtiment. On fait du bruit, on jouait de la musique, etc. C'est vrai que c'est assez médiatisé comme affaire depuis que ça dure. Il y avait aussi les gros médias. Il y avait RTBF, il y avait BX1, il y avait Bruce, il y avait plein de photographes. Vraiment, c'était assez bien couvert. Et alors après, vu que j'étais pas très loin, j'étais dans la commune de Saint-Josse, j'ai été voir directement sur place la fameuse occupation. On peut passer la deuxième série de photos. Donc voilà, ça c'est 4 photos. Vous voyez au-dessus, il y a les panneaux qui résument les diverses expulsions au cours du dernier mois. Puis après aussi, police partout, justice nulle part. Voilà, des slogans placardés tout au long du bâtiment. Comme vous voyez, il y a 24 heures sur 24 des bénévoles qui se relayaient à l'extérieur pour récolter les personnes qui apportaient de la nourriture, voilà, les biens de première nécessité, etc. Et alors la dernière image que vous voyez en bas à droite, ça j'en avais entendu parler en me renseignant dans les articles, les vidéos, etc. Mais de le constater sur place, c'était quand même assez étrange. En fait, la police a vraiment boulonné toutes les issues, donc il n'y avait plus qu'une seule porte par laquelle les personnes pouvaient rentrer et sortir du bâtiment, ce qui n'est pas légal. En termes de siège, ça se pose là. Oui, quand je parlais d'un siège, c'était pas... je passe pas mes mots, c'est vraiment le cas. Donc voilà, ça c'était la situation mardi matin. Et en fait, il y a une bonne nouvelle quand même qui est tombée cet après-midi. Les 70 occupants ont obtenu une prise en charge de fait d'asile, donc le juge de paix a tranché, a décidé d'accorder ça...
c'est un droit quand même, Ouais, c'est ça. on le rappelle. Ou alors soit directement prise en charge par FEDASIL, soit d'avoir une place dans un réseau régional en attendant que FEDASIL les prenne en charge un petit peu plus tard. Mais du coup, le problème c'est que c'est que 70 personnes sur... il y a environ, tu m'arrêtes si je dis des bêtises au niveau des chiffres, mais il y a environ 2000 personnes qui attendent encore début mars, on était à environ 2400, mais ça fluctue de jour en jour. Hein. Voilà, donc il y a environ, on va dire, 2000 personnes qui sont actuellement... ils n'ont pas d'endroit où se loger en fait. Mais d'ailleurs, les demandeurs d'asile et leur soutien, les citoyens belges qui les soutiennent ne vont pas s'arrêter là parce que sur le compte Instagram du collectif Murmure, c'est un autre compte à suivre. C'est vraiment... On va vous le mettre aussi dans le chat. À la minute, la situation, etc. Des derniers jours, moi je me suis énormément basée là-dessus pour écrire ma chronique. Et ils ont fait un post cet après-midi, on peut lire « Victoire pour les 70 occupants, 2400 personnes encore à la rue ». Ce dimanche, en début d'après-midi, ils font un rassemblement au bâtiment qui est occupé actuellement, à la fois pour fêter cette petite victoire, mais pour montrer qu'en fait le combat est continu et qu'il y a encore des personnes à la rue, qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter de faire pression sur le gouvernement. Mais je voulais... Pardon, vas-y, sauf si... Parce que moi, je voulais rajouter un truc. Je sais que quand tu m'as parlé de ce sujet, moi, ça m'a beaucoup parlé aussi parce que j'ai fait mon projet éditorial de fin de master sur les réfugiés en Belgique. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé en lien avec FEDASIL et du coup, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, donc le CGRA, qui est l'organisme qui traite les dossiers de demande d'asile et qui fait les entretiens avec les demandeurs et qui octroie ou non le statut de demandeur d'asile. Et en fait, il y a un gros problème au niveau de l'administratif, parce que déjà c'est un millefeuille pas possible, parce qu'il y a d'un côté l'Office des étrangers qui enregistre la demande d'asile. Ensuite, il y a FEDASIL qui, eux, s'occupe de l'accueil uniquement des demandeurs d'asile. Et après, le CGRA qui, eux, qui traitent la décision. Donc, il y a 3 organismes qui gèrent tout ça. Et bien sûr, ils communiquent pas très bien entre eux. En plus, Maxence, on a revérifié cet après-midi les chiffres. Et donc, pour l'instant, le commissariat général, le CGRA, a 17 000 dossiers à traiter, ce qui représente, parce qu'il y a des familles, donc c'est 20 000 personnes qui sont en attente d'une réponse de ce fameux commissariat pour savoir s'ils vont obtenir le statut de réfugié ou pas. Et alors, normalement, la charge normale qui devrait avoir, c'est 4 000... Oui. Ok, d'accord. Donc il y a 20 000 personnes environ qui attendent en Belgique de savoir s'ils peuvent obtenir le statut de réfugié ou pas. Il y a vraiment un gros problème administratif parce que la charge normale, ce serait 4 800 dossiers. Là, ils sont à 17 000 et donc ils ont un arriéré de 12 000. 12 000 dossiers, Et pour un foyer, pour un groupe ou une famille, on sait combien de temps ça prend, la gestion d'un dossier ? On va dire une moyenne entre 1 et 2 ans pour la plupart des gens à qui j'ai parlé, mais ça peut être beaucoup plus long, sachant que ça arrive aussi souvent que les gens n'obtiennent pas le statut dès le départ et doivent refaire une demande parce qu'en plus, ce qui est très compliqué, moi je me suis axée sur le côté psychologique et donc sur l'entretien aussi en lui-même et la procédure. La procédure est longue, la procédure est inquiétante pour les gens, compliquée, les gens ne parlent pas la langue, ne connaissent pas les codes, ils sont dans pas forcément le millefeuille administratif qui est le système d'accueil belge. C'est ça, et surtout l'interview en fait qui permet de décider si oui ou non on obtient le statut, c'est une seule interview avec un interprète généralement, mais en gros, la personne doit se justifier et expliquer en détail les violences et les choses qu'elle a subies et qui font qu'elle considère qu'elle doit recevoir le statut de réfugié. Et donc pour des gens qui déjà ont vécu des choses très très souvent atroces, ça les retraumatise et aussi ils ont... Maxence, je vais te couper parce que je suis désolée, le sujet est vraiment passionnant, mais là c'était les demandeurs d'asile et on va pas partir sur le parcours des personnes qui ont déjà le statut de réfugié. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je parle trop. C'est les non-Ukrainiens, on est bien clair. Oui, parce que les Ukrainiens ne sont pas passés par ces étapes parce qu'ils ont obtenu, ça c'est au niveau européen, c'était la règle comme ça, ils obtenaient la protection temporaire automatiquement dès qu'ils pouvaient prouver qu'ils avaient la nationalité ukrainienne. Voilà. Donc il n'y avait pas de dossier du tout à faire, ça passait directement. Oui, ça va. On se calme.
Se fait taper sur les doigts, c'est de ma faute. Vas-y, Aline. Pour conclure aussi par rapport qu'on disait le temps, etc., que ça pouvait prendre, il faut savoir que là, dans les personnes qui occupaient le bâtiment, c'est principalement des hommes isolés parce que quand c'est une famille, quand c'est des personnes mineures, quand c'est des femmes, en général, ils laissent la priorité à ces personnes-là qui sont considérées comme plus vulnérables. Et donc malheureusement, c'est majoritairement une population masculine assez isolée parce qu'on pense qu'ils savent se débrouiller. Et donc en fait, il y en a, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont en Belgique. Et rien ne bouge parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui passent avant. C'est ça. Ils n'ont pas accès à des droits, à des papiers pour l'instant. Le temps de la procédure, ils ont accès à rien, quoi, c'est ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont accès à certaines choses, mais c'est quand même beaucoup moins que s'ils avaient un vrai statut de réfugié. Et donc, disons qu'ils sont un peu dans une période de transit et ils sont en attente constante. Et donc, c'est aussi très difficile à vivre. C'est agonisant, oui. Voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais malheureusement, on va devoir... Ça, pareil, c'est pas dit qu'on ne reviendra pas dessus en fonction de comment la situation se déroule, en fonction si une manifestation continue. Aline le disait peut-être au début, ça devient malheureusement un sujet qu'on répète beaucoup, donc il y a des chances qu'on revienne dessus dans de prochaines émissions.